Un jeune garçon originaire du Val-Neige jouait dehors dans la neige fraîchement tombée. Lorsque ses parents sont allés le voir, il avait disparu sans laisser de traces. Mais 8 ans plus tard, son père regarde sous la niche du chien du voisin, et ce qu'il voit lui glace le sang. La petite ville de Val-Neige, nichée dans les régions montagneuses de la Haute-Savoie, était connue pour sa communauté très unie et ses hivers rigoureux. Avec une population d'à peine 2000 habitants, c'était un endroit où tout le monde connaissait les affaires de chacun, partageait ses chagrins et célébrait ses joies ensemble. La ville s'était toujours enorgueillie de sa sécurité et de ses faibles taux de criminalité. Les enfants jouaient librement dehors, les voisins laissaient leurs portes déverrouillées, et la communauté fonctionnait comme une famille élargie. C'était jusqu'à il y a 8 ans, lorsque Mathieu Dubois a disparu sans laisser de traces. Un samedi matin glacial, alors que les flocons de neige flottaient paresseusement dans l'air, Antoine Dubois était assis à sa table de salle à manger, triant des documents de police. Les papiers étaient devenus une présence familière dans leur maison. Rapports, déclarations de témoins et pistes potentielles qui ne menaient finalement nulle part. Ses yeux se posaient parfois sur la fenêtre donnant sur leur jardin, où ses pensées revenaient inévitablement à ce jour fatidique. Sa femme, Claire, se déplaçait dans la maison, le bruit de son nettoyage servant de fond sonore rythmique à ses pensées. Le simple fait de faire le ménage semblait lui donner un sentiment de normalité, quelque chose pour occuper ses mains et son esprit. Malgré les années qui s'étaient écoulées, leur maison semblait toujours suspendue dans le temps, attendant le retour de leur fils. Toujours à regarder ça demanda Claire en passant avec un panier de linge. Antoine hocha la tête, feuilletant une autre pile de papier. L'inspecteur Lefebvre a dit qu'ils avaient reçu quelques nouvelles pistes le mois dernier. Rien de substantiel, mais il n'eut pas besoin de terminer la phrase. Ils vivaient tous les deux de ces fragments d'espoir, aussi petits soient-ils. Mathieu avait 5 ans. Un petit garçon roux éclatant avec un rire qui remplissait leur maison. Ce matin d'hiver-là, il avait supplié de jouer dehors dans la neige fraîchement tombée. Antoine et Claire l'avaient laissé faire comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Leur propriété bordait une petite zone boisée qui était un terrain familier pour les enfants locaux. Euh, Antoine promit d'aller le voir dans 20 minutes. Quand il est sorti, Mathieu avait disparu. La recherche qui a suivi était différente de tout ce que Val-Neige avait jamais vu. Toute la ville s'était mobilisée. Des groupes de recherche ont fouillé les bois. Des plongeurs ont vérifié le lac gelé à 1 kilomètre de là. La police a interrogé tous les habitants. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Et finalement, la recherche active a été interrompue. Mais Antoine et Claire n'ont jamais cessé de chercher. Le son de la sonnette tira Antoine de ses pensées. Il se leva de table, redressant son pull en se dirigeant vers la porte d'entrée. Quand il l'ouvrit, il trouva Henri Bernard, leur voisin d'en face, debout sur leur perron. Henri était un homme grand d'une quarantaine d'années, aux cheveux prématurément gris et à l'expression perpétuellement sérieuse. Il vivait à Val-Neige depuis plus de 20 ans. Mais au cours de la décennie qui a suivi la perte de sa femme et de son fils lors d'un cambriolage, il était devenu de plus en plus reclus. Bonjour, Antoine, dit Henri, déplaçant son poids d'un pied à l'autre. Désolé de vous déranger, mais la tempête de neige la nuit dernière a encore détruit une partie de votre clôture. Elle est tombée sur ma propriété. Antoine commença immédiatement à s'excuser. Je suis vraiment désolé pour ça, Henri. Cette vieille clôture nous donne du fil à retordre depuis des années. Je viendrai l'enlever de votre propriété, mais il faudra que je trouve un soudeur d'abord. Le mien est cassé et je n'ai pas eu le temps d'en acheter un nouveau. Henri fit un geste de la main. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà réparé. Je suis juste venu vous le faire savoir. Antoine fut surpris et sentit un pincement d'embarras. Vous n'auriez pas dû faire ça. Merci. Pas de problème, répondit Henry avec un léger haussement d'épaule. J'avais les outils et je travaillais sur quelque chose à l'arrière de la maison de toute façon. Oui, j'ai entendu du bruit plus tôt ce matin. J'ai deviné que vous deviez construire quelque chose par là. Henri n'a pas précisé ce qu'il construisait, disant simplement
Désolé si la clôture n'a pas l'air comme neuve. C'est une vieille clôture de toute façon, le rassura Antoine. Merci encore. Henri hocha la tête et se tourna pour partir. Alors qu'Antoine fermait la porte, il trouva Claire revenant du jardin, les joues rougies par le froid. C'était Henri demanda-t-elle, déroulant une écharpe de son cou. Antoine hocha la tête. Notre clôture est encore tombée. Il l'a réparée lui-même. Claire accrocha son écharpe à un crochet près de la porte et sourit faiblement. Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas réunis avec Henri. Nous devrions l'inviter à dîner pour le remercier d'avoir réparé le portail. Antoine hésita. Je ne sais pas, Claire. Nous devons encore passer en revue certains de ces rapports de police sur les nouvelles pistes pour Mathieu. Je préférerais me concentrer là-dessus pendant le dîner, pas quand nous avons des invités. L'expression de Claire s'adoucit avec un mélange de tristesse et de doux reproches. Antoine, nous sommes devenus si isolés et seuls au cours de ces 8 années. Quand avons-nous invité quelqu'un pour la dernière fois? Il y a des années. Antoine ne répondit pas immédiatement, sachant qu'elle avait raison. Il s'était progressivement retiré des contacts sociaux, leur recherche de Mathieu consommant tous les aspects de leur vie. Henri aussi, continua Claire. Regardez à quel point il est devenu solitaire après la mort de sa femme et de son fils lors de ce cambriolage il y a 10 ans. Pouvez-vous imaginer vivre seul pendant des années? Il doit être un homme solitaire. Elle fit une pause, posant une main sur l'épaule d'Antoine. Ce serait peut-être bien de s'asseoir et de dîner ensemble. Nous avons tous traversé des expériences de perte similaires. Peut-être pourrions-nous former un nouveau lien. Antoine considéra ses paroles, son regard revenant sur la pile de documents sur la table. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'ils avaient tous les deux besoin de ce petit pas vers la normalité. D'accord, dit-il, finalement. Je vais l'inviter à dîner ce soir. Le sourire de Claire valait bien la concession. Cela faisait trop longtemps qu'il n'avait pas vu de bonheur sincère sur son visage. Antoine remonta sa fermeture éclair et sortit dans l'air hivernal vif. La neige crissait sous ses bottes alors qu'il traversait la rue vers la maison d'Henri. C'était une modeste maison à 2 étages, similaire à la plupart de leur quartier, bien que quelque peu moins entretenue. La peinture s'écaillait par endroits et la neige n'avait pas été déblayée, s'accumulant ces dernières années. Lorsqu'il atteignit la porte d'entrée d'Henri, Antoine frappa fermement et attendit. Après 1 minute, sans réponse, il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Il était sur le point de faire demi-tour et de partir lorsqu'il entendit des bruits venant de l'arrière de la maison. Un bruit sourd, comme quelqu'un qui martèle. Antoine contourna le coin de la maison, ses bottes s'enfonçant dans la neige plus profonde du jardin. « Henri !» appela-t-il. « C'est Antoine, d'en face. » Les sons le menèrent à une petite structure en bois à l'extrémité du jardin, une vieille niche qui était là depuis aussi longtemps qu'Antoine pouvait se souvenir. Henri était accroupi à l'intérieur, semblant ajuster quelque chose. Au son de la voix d'Antoine, Henri se figea un instant avant de reculer prudemment de la petite structure. « Antoine, » dit Henri, l'air légèrement essoufflé. « Désolé, je ne vous ai pas entendu frapper. »« Pas de problème, » répondit Antoine, remarquant à quelle vitesse Henri s'était redressé et s'était positionné devant la niche. « Je suis surpris que vous gardiez toujours cette vieille niche. Ça fait des années que vous n'avez pas eu de chien, n'est-ce pas? Vous voulez de l'aide pour la démolir ?» La réponse d'Henri vint avec un léger bégaiement. « Chut, c'est un souvenir de Rex. C'était un bon chien. J'aime la garder. » Antoine hocha la tête, comprenant le sentiment. Les gens s'accrochaient à différents souvenirs de ceux qu'ils avaient perdus. Henri désigna une structure plus grande, partiellement construite à proximité. « En fait, j'ai pensé à prendre un nouveau chien. J'ai travaillé là-dessus pendant quelques semaines maintenant, et je voulais le terminer ce matin. » Les sourcils d'Antoine se levèrent de surprise. « Vraiment? Vous travaillez toujours par ce temps? C'est impressionnant, Henri. J'élevais des chiens moi-même quand j'étais plus jeune, plus un passe-temps qu'un travail, vraiment. Quel genre de race envisagez-vous? » « Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, » répondit Henri, semblant plus détendu maintenant que la conversation avait changé. « Peut-être un chiot ou un chien de taille moyenne. »
Eh bien, Claire et moi voulions en fait vous inviter à dîner ce soir, dit Antoine. Mais si ça ne vous dérange pas, je pourrais vous aider à terminer cette nouvelle niche ce matin et nous pourrions aller trouver un chien ensemble après. Je connais un éleveur local dans la région. Henri sembla y réfléchir un instant avant d'acquiescer. J'apprécierais ça. Je devrais pouvoir terminer ça en quelques heures et le dîner a l'air bien. Merci. Pendant qu'il parlait, Antoine remarqua qu'Henri jetait occasionnellement un coup d'œil à l'ancienne niche. Il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement de son voisin, mais Antoine n'arrivait pas à savoir quoi. Henri avait toujours été une personne privée, surtout après sa tragédie. Alors peut-être que c'était juste son malaise face à cette interaction sociale inattendue. Super, je vous laisse faire alors, dit Antoine faisant un pas en arrière. Venez juste quand vous serez prêt à aller chez l'éleveur, et on vous verra pour le dîner vers 18 heures. Henri hoqua la tête, se tournant déjà vers la niche. À tout à l'heure. Alors qu'Antoine retournait de l'autre côté de la rue, il ne pouvait pas se débarrasser d'un étrange sentiment. Il n'y avait rien d'ouvertement suspect dans leur interaction. Henri avait été parfaitement cordial, bien qu'un peu maladroit. Pourtant, quelque chose clochait. Peut-être était-ce juste la vue inhabituelle de son voisin reclus, faisant soudainement des plans pour un nouvel animal après des années de solitude. Ou peut-être était-ce juste l'étrangeté de quelqu'un qui faisait tout ce travail du bois dans la neige. Atteignant sa propre porte d'entrée, Antoine écarta ses pensées. Les gens géraient le deuil différemment, et si Henri faisait enfin des pas pour avancer dans sa vie, cela ne pouvait être qu'une bonne chose. Antoine entra dans sa maison, secouant la neige de ses bottes dans l'entrée. Claire était dans le salon, rangeant les coussins et les magazines éparpillés qui s'étaient accumulés au cours de la semaine. Il a dit oui pour le dîner, annonça Antoine, accrochant sa veste au crochet près de la porte. Le visage de Claire s'éclaira. C'est merveilleux. À quelle heure dois-je l'attendre? Vers 18 heures, je pense. Vous savez ce qui est intéressant? Il construit une nouvelle niche et compte prendre un chien. Je lui ai proposé de l'emmener chez un éleveur cet après-midi. Claire fit une pause dans son rangement et leva les yeux avec une surprise sincère. Un chien après toutes ces années? Elle sourit pensivement. Vous voyez, je vous ai dit qu'il devait se sentir seul. Avoir un animal de compagnie est un bon premier pas vers la guérison. Antoine retourna à la table à manger où il avait laissé les documents de police. Je suppose que oui. C'est juste inattendu. Il a gardé cette vieille niche toutes ces années comme une sorte de mémorial. Claire reprit son nettoyage, se dirigeant vers la cuisine. Maintenant, les gens trouvent différentes façons d'avancer. À propos, nous avons besoin de courses pour le dîner de ce soir. Nous manquons de tout, et je veux faire quelque chose de spécial. Antoine soupira doucement, regardant la pile de papier devant lui. Il avait espéré passer la matinée à examiner les nouvelles pistes, à compiler ses pensées avant que la semaine à venir ne consomme à nouveau son temps. Pouvez-vous prendre ce dont nous avons besoin? J'aimerais vraiment terminer ces documents aujourd'hui. Si ça ne te dérange pas, peux-tu m'aider à faire les courses à la place? Demanda Claire. Je veux nettoyer la maison correctement pour ce soir et tu sais, je ne conduis pas bien par ce temps. Il fait trop froid pour marcher ou attendre le bus. Antoine regarda l'expression pleine d'espoir de sa femme et sentit un pincement familier de culpabilité. Elle demandait si peu ces jours-ci et c'était elle qui avait suggéré de renouer avec leur voisin un petit mais significatif pas vers la normalité. D'accord, concéda-t-il. J'ai encore du temps avant qu'Henri ne soit prêt à aller chez l'éleveur de toute façon. Je ferai les courses, je déposerai tout ici, et ensuite je partirai avec lui s'il est prêt. Le sourire reconnaissant de Claire valait le sacrifice de ses projets de matinée. Elle écrivit rapidement une liste de courses, ajoutant des articles en vérifiant le garde-manger et le réfrigérateur. Antoine sortit de nouveau, déblayant un chemin de leur porte d'entrée à l'allée, avant de démarrer la voiture. Il laissa le moteur tourner au ralenti pendant un certain temps pour le réchauffer, sa respiration transformant en petits nuages dans l'air froid et vif. Alors qu'il était sur le point de sortir de l'allée, il remarqua Henri traversant la rue vers lui. « Antoine !» appela Henri, s'approchant de la fenêtre de la voiture. Antoine baissa la vitre.
Salut, déjà prêt avec la niche? Henri secoua la tête. En fait, je viens de me souvenir que j'ai déjà des projets pour rencontrer des amis ce matin. Je vais devoir annuler notre voyage chez l'éleveur, mais je viendrai quand même pour le dîner ce soir. Pas de problème du tout, répondit Antoine, surpris que le reclus Henri ait des projets sociaux. Je pars juste faire les courses. On se voit à 18 heures. Henri hocha la tête et se tourna vers sa propre maison. Antoine le regarda partir, ce sentiment étrange revenant. En toutes ces années où ils avaient été voisins, il n'avait jamais entendu Henri mentionner des amis ou des rencontres sociales. Mais là encore, ils n'avaient pas été exactement proches ces dernières années. Les deux familles se retirant dans leur chagrin privé. Antoine se rendit au supermarché, son esprit alternant entre des pensées sur Mathieu et des notes mentales sur ce qu'il fallait acheter. Le supermarché était relativement vide pour un samedi, la plupart des gens étant probablement dissuadés par les prévisions météorologiques annonçant plus de neige plus tard dans la journée. Il parcourut méthodiquement la liste de Claire, ajoutant quelques articles qu'il savait qu'elle aimait, mais qu'elle avait oublié d'écrire. Alors qu'il chargeait les courses dans la voiture, de lourds nuages gris s'accumulaient au-dessus, promettant que la chute de neige prévue arriverait plus tôt que tard. En sortant du parking du supermarché, une voiture familière passa sur la route principale. Il fit un double regard, reconnaissant la berline bleue d'Henri. Les vitres de la voiture étaient suffisamment claires pour qu'Antoine puisse facilement voir qu'Henri était seul, conduisant dans la direction opposée à celle où se trouvait leur quartier. Le chemin d'Antoine vers la maison suivait la même route pendant un certain temps, et il se retrouva involontairement à suivre Henri à distance. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Henri s'arrêta sur le parking des Chenilles du Nord, un éleveur de chiens local qu'Antoine avait mentionné plus tôt. Antoine passa lentement, la confusion s'installant. Henri avait annulé leur voyage ensemble, affirmant qu'il avait des projets avec des amis. Pourtant, le voici chez l'éleveur, seul. Un instant, Antoine pensa à s'arrêter aussi, mais que dirait-il? Il n'avait aucun droit de remettre en question le petit mensonge d'Henri. Peut-être que l'homme préférait simplement choisir un chien seul, sans la pression des opinions de quelqu'un d'autre, ou peut-être rencontrait-il ses amis là-bas. Pourtant, alors qu'Antoine continuait son chemin, l'incohérence le dérangeait. Cela semblait étrange de mentir à ce sujet, surtout quand Antoine avait offert son aide et son expertise. Mais Henri avait toujours été bizarre et secret, encore plus depuis sa tragédie. Au moment où Antoine arriva chez lui, une légère neige recommençait à tomber. Il déchargea rapidement les courses et trouva Claire dans la cuisine, déjà en train de préparer le dîner. Tu es rentré plus tôt que prévu, dit-elle, prenant un sac de ses mains. Antoine hocha la tête. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Et en fait, j'ai vu Henri au chenil sur le chemin du retour. Au chenil, je pensais qu'il avait annulé avec toi. Il l'a fait, répondit Antoine, posant les sacs restants sur le comptoir. Il a dit qu'il avait des projets avec des amis, mais je viens de le voir entrer seul au chenil du Nord. Ah, Claire fit une pause en déballant les courses. Eh bien, c'est étrange, mais c'est pas vraiment nos affaires, n'est-ce pas? Peut-être qu'il voulait juste regarder seul d'abord. Peut-être, concéda Antoine, bien que quelque chose lui semblait toujours étrange. Alors qu'il rangeait les courses, Antoine jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et remarqua la voiture d'Henri s'arrêter dans son allée de l'autre côté de la rue. Henri sortit et ouvrit son coffre, révélant une cage métallique avec ce qui semblait être un berger allemand à l'intérieur. De cette distance et le dos d'Henri tourné, Antoine ne pouvait pas voir le chien clairement, mais il pouvait distinguer la coloration distinctive. Il est déjà de retour, remarqua Antoine. Avec un berger allemand, on dirait. Claire le rejoignit à la fenêtre. Ça a été rapide. Il a dû vraiment se connecter avec le chien. Le coup de foudre, ça arrive, je suppose, dit Antoine, faisant écho au sentiment de Claire plus tôt. Mais c'est toujours étrange. J'étais éleveur. Je sais que ces transactions prennent généralement du temps avec la paperasse et tout. Il est entré et sorti incroyablement vite. Ils regardèrent Henri lutter pour manœuvrer la cage à travers sa cour enneigée, le chien rendant la tâche plus difficile par ses mouvements. Il a du mal avec ça,
observa Antoine. Je devrais aller l'aider. Avant que Claire ne puisse répondre, Antoine se dirigeait déjà vers la porte. Il traversa rapidement la rue, appelant Henri alors qu'il approchait. Besoin d'un coup de main avec ça? La tête d'Henri se releva brusquement, son expression momentanément surprise. Non, non, ça va, dit-il rapidement, son ton plus sec que la situation ne le justifiait. On se voit ce soir, ajouta-t-il, congédiant clairement Antoine. Pris au dépourvu par la réponse abrupte, Antoine hésita. D'accord, si vous êtes sûr. Henri hocha simplement la tête, tournant déjà son attention vers la niche et luttant pour la pousser à travers la cour enneigée. Antoine retourna chez lui, un malaise croissant s'installant dans son estomac. Quelque chose dans le comportement d'Henri semblait étrange. Mais quelle raison avait-il de se méfier de son voisin? L'homme n'avait été que silencieux, bien que distant, toutes ces années. En entrant de nouveau dans sa maison, Claire lui lança un regard interrogateur. Il n'a pas voulu d'aide, expliqua Antoine avec un haussement d'épaules. Il a dit qu'il se débrouillait seul. Claire hocha la tête, retournant à ses préparatifs du dîner. Certaines personnes n'aiment tout simplement pas accepter d'aide. Cela les fait se sentir vulnérables. Je suppose, concéda Antoine, bien qu'il ne puisse se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus à l'étrange comportement d'Henri qu'une simple fierté. Les heures passèrent lentement alors que la neige continuait de tomber dehors, recouvrant Val-Neige d'une nouvelle couche de blanc. Antoine était retourné à sa pile de documents de police, enfin capable de se concentrer sur leur examen. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux développements, juste le même manque frustrant de pistes concrètes qui avait caractérisé la recherche de Mathieu depuis le début. Un rapport mentionnait un éventuel signalement dans une ville à 200 km au sud, mais la description était vague et l'enquête de suivi n'avait rien donné. Un autre faisait référence à un enfant correspondant à la description de Mathieu, qui avait été inscrit dans une école en Bretagne sous un nom différent. Mais quand les autorités avaient vérifié, il s'est avéré que c'était un cas d'erreur d'identité. Antoine se frotta les tempes, luttant contre le mal de tête qui semblait toujours accompagner ses séances de révision. 8 ans de faux espoirs et d'impasses avaient fait des ravages, mais il ne pouvait pas abandonner. Quelque part, Mathieu attendait peut-être toujours qu'il le trouve. Alors que le soir approchait, la cuisine de Claire emplit la maison d'arômes chauds et invitants. Elle avait préparé un pot-au-feu avec des légumes, des petits pains frais et une tarte aux pommes pour le dessert. C'était plus élaboré que leur repas habituel, un signe de l'importance de cette petite occasion sociale pour elle. « Tu penses qu'il va vraiment venir ?» demanda Antoine en aidant à mettre la table. Claire arrangea les serviettes à côté de chaque assiette. « Pourquoi ne le ferait-il pas ?»« Je ne sais pas. Il a agi étrangement aujourd'hui. Tous ces changements de plan de dernière minute, la façon dont il a réagi quand j'ai proposé de l'aider avec le chien. » Antoine s'interrompit, incertain de savoir comment articuler ses vagues appréhensions. Il est probablement juste nerveux de socialiser après avoir été seul si longtemps, raisonna Claire. Donnons-lui le bénéfice du doute. À 18 heures précises, la sonnette retentit. Henri se tenait sur leur perron, tenant une bouteille de vin, son manteau saupoudré de neige. « J'espère que le rouge convient, dit-il, tendant la bouteille à Antoine. « Parfait. »« Merci, » répondit Antoine, s'écartant pour le laisser entrer. Entrez, à l'abri du froid. Claire salua chaleureusement Henri, prenant son manteau et le remerciant d'être venu. L'embarras initial des retrouvailles s'estompa progressivement, alors que Claire servait des boissons et qu'ils s'installaient à la table. La conversation resta légère au début. Les nouvelles locales, la météo, des sujets inoffensifs qui exigeaient peu d'investissement émotionnel. Alors qu'ils commençaient à manger, Antoine décida d'aborder le sujet du nouvel animal d'Henri. « Alors je vois que vous avez un berger allemand aujourd'hui. Comment s'installe-t-il » La fourchette d'Henri s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, et Antoine remarqua une subtile tension dans sa posture. « C'est bien. Il s'adapte encore au nouvel environnement. C'était un voyage rapide chez l'éleveur, dit Antoine avec désinvolture. Je vous ai vu vous diriger par là sur mon chemin du retour du supermarché juste après que vous ayez mentionné rencontrer des amis. » Les yeux d'Henri vacillèrent nerveusement. « Je suis désolé pour ça.
Mon emploi du temps est devenu imprévisible. Mon ami a annulé à la dernière minute et j'étais tellement excité à l'idée d'avoir un chien que je suis juste allé au chenil. Antoine hocha la tête, sirotant son vin. J'ai été surpris qu'ils aient tout traité si rapidement. Quand j'élevais, la paperasse seule prenait généralement un certain temps. Henri se déplaça sur sa chaise. Ah, en fait, je l'avais commandé il y a quelques jours. J'étais juste là pour le récupérer. L'explication semblait assez raisonnable, mais Antoine ne pouvait pas se défaire de ce qu'il se souvenait de ce matin-là. Henri avait dit qu'il n'était même pas encore sûr de vouloir un chiot ou une race de taille moyenne. Et quelque chose dans le comportement d'Henri maintenant, la façon dont il évitait le contact visuel direct, le léger tremblement dans sa main alors qu'il tendait la main vers son verre, laissait entendre un malaise qui allait plus loin qu'une simple gêne sociale. Claire, sentant la tension monter, changea doucement de sujet. Henri, Antoine a mentionné que vous avez perdu votre femme et votre fils il y a 10 ans. Je suis tellement désolé. Nous comprenons à quel point il est difficile de perdre sa famille. L'expression d'Henri s'adoucit légèrement. Oui, ça a été difficile de vivre seul toutes ces années. Nous savons quelque chose de ce genre de douleur, dit doucement Claire. Après la disparition de Mathieu, elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Henri devint soudainement visiblement agité, son regard fixé sur la fenêtre où la neige tombait maintenant abondamment. Je suis vraiment désolé, interrompit-il, mais je pense que je devrais vérifier mon chien. Il neige plus fort maintenant et le chien pourrait être stressé par l'adaptation. Il se leva brusquement. J'ai peur de l'avoir laissé dehors dans la niche et j'ai oublié de le faire entrer avant de venir ici. Antoine regarda par la fenêtre la chute de neige qui s'intensifiait. Oui, vous avez raison. Le vent se lève aussi. Avez-vous besoin d'aide pour le faire entrer? Non, non, dit Henri rapidement, presque paniqué à la suggestion. Le chien est un berger allemand et pourrait être alarmé par les étrangers. Même moi, je ne suis pas encore familier avec lui. Je m'en occupe et je reviens après. Claire se leva de sa chaise. Bien sûr, assurez-vous juste que votre chien est en sécurité. Nous habitons juste en face. Ne vous inquiétez pas de revenir vite s'il a besoin de votre attention. Henri hocha la tête avec gratitude et se dirigea vers la porte, laissant son manteau accroché au porte-manteau dans sa hâte. Après son départ, Antoine et Claire retournèrent à table, le départ soudain laissant un silence gênant dans la soirée. C'était étrange, remarqua Antoine. Claire haussa les épaules, remplissant leur verre de vin. Il se soucie de son animal. C'est compréhensible. Je suppose, concéda Antoine à contre-cœur. Alors qu'ils continuaient leur repas, Claire soupira doucement. Antoine, imagine si j'étais parti aussi, et que tu devais aller travailler et t'occuper de la maison seul. Henri a géré tout cela seul pendant une décennie. Il doit être un homme responsable pour se soucier autant de son nouveau chien. Il mérite un peu de bonheur. Le temps passa et Henri ne revint pas. La tarte que Claire avait préparée resta intacte sur le comptoir, et la salle à manger devint silencieuse, à l'exception du cliquetis occasionnel des couverts. Ce n'est pas grave s'il ne revient pas, dit finalement Claire. Le chien, donc peut-être qu'il a du mal à s'installer. Elle commença à débarrasser la table, mais s'arrêta quand elle remarqua le manteau d'Henri toujours accroché près de la porte. Oh, il a oublié son manteau. Il fait un froid glacial dehors. Antoine se leva. Je vais lui rapporter. Claire hocha la tête, continuant à débarrasser la vaisselle pendant qu'Antoine prenait le manteau d'Henri et le sien avant de sortir dans la nuit enneigée. La neige crissait sous les bottes d'Antoine alors qu'il traversait la rue, l'air froid mordant son visage exposé. Les flocons de neige tourbillonnaient autour de lui, illuminés par les lampadaires comme de minuscules étoiles tombant sur terre. La maison d'Henri était sombre, à l'exception d'une faible lumière visible de ce qu'Antoine supposait être la cuisine à l'arrière. Il s'approcha de la porte d'entrée et frappa fermement, tenant le manteau d'Henri plié sur son bras. Après avoir attendu près d'une minute sans réponse, il frappa à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. Antoine fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à sa montre. Cela faisait plus d'une demi-heure qu'Henri avait quitté leur maison. Sûrement, cela ne devrait pas prendre aussi longtemps pour faire entrer un chien, même s'il était difficile.
Alors qu'il se tenait là, réfléchissant à ce qu'il devait faire ensuite, un aboiement distinct vint du jardin. Le chien était toujours dehors par ce temps. L'inquiétude l'emportant sur l'hésitation, Antoine se dirigea vers le côté de la maison, appelant en chemin. Henri, c'est Antoine. Tout va bien? Je vous ai apporté votre manteau. Le jardin était partiellement éclairé par la lumière qui se répandait de la fenêtre de la cuisine. Antoine pouvait distinguer le berger allemand, non pas à l'intérieur de la maison, comme Henri l'avait indiqué, mais toujours dehors. Le chien se déplaçait sans cesse à l'intérieur et à l'extérieur de sa petite niche, une chaîne attachée à son collier, limitant ses mouvements. On chercha Henri du regard, mais n'en vit aucun signe. La situation n'avait aucun sens. Henri avait quitté leur dîner spécifiquement pour faire entrer le chien. Pourtant, le voici, toujours enchaîné dehors par un temps qui s'aggravait. S'approchant prudemment, Antoine remarqua que la plus grande niche qu'Henri avait construite était toujours inachevée, malgré sa déclaration ce matin-là qu'il la terminerait. Une autre incohérence dans une journée de plus en plus déroutante. Henri, appela Antoine de nouveau, plus fort cette fois. Pas de réponse. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, mais ne vit aucun mouvement à l'intérieur. La voiture d'Henri était toujours dans l'allée, et par ce temps à cette heure, il semblait peu probable qu'il soit allé quelque part à pied, surtout sans son manteau. Antoine sortit son téléphone et composa le numéro d'Henri. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale après plusieurs sonneries. Un sentiment croissant de malaise s'installa dans son estomac. Alors qu'il rangeait son téléphone, le berger allemand se mit soudain à aboyer plus intensément. Au début, Antoine pensa que le chien réagissait à sa présence, mais en observant plus attentivement, il réalisa que l'animal dirigeait son attention vers la petite niche, alternant entre aboiement et gémissement. Gardant une distance de sécurité, Antoine se déplaça pour avoir un meilleur angle sur la niche. De sa nouvelle position, il put voir quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Un panneau de bois dans le sol de la structure qui semblait pouvoir être déplacé, avec ce qui ressemblait à un cadenas déverrouillé posé dessus. Il y avait aussi un éclat métallique qui pourrait être une sorte de poignée incrustée dans le panneau. S'appuyant sur son expérience avec les animaux de ses jours d'élevage, Antoine s'approcha prudemment du berger allemand, parlant à voix basse et apaisante. Le chien, semblant plus angoissé qu'agressif, permit à Antoine de s'approcher suffisamment pour décrocher sa chaîne du collier et la rattacher à un poteau à plusieurs mètres de la niche. Le chien étant en sécurité à distance, Antoine s'agenouilla et regarda à l'intérieur de la petite structure. Ce qu'il avait initialement pris pour un simple plancher de niche était en fait une trappe sophistiquée. La poignée et le loquet métallique rappelaient les vieux bunkers de guerre qu'il avait vus dans des documentaires historiques. Une sensation de froid qui n'avait rien à voir avec l'air hivernal l'envahit. Pourquoi Henri aurait-il un bunker caché sous une niche? Et pourquoi avait-il été si secret et évasif toute la journée? Antoine se leva et recula, son esprit s'emballant. Il devait parler à Claire. Cherchant son téléphone à tâtons, il composa le numéro de la maison. Claire, dit-il quand elle répondit, sa voix tendue. J'ai trouvé quelque chose d'étrange dans le jardin d'Henri. Il y a une sorte de bunker ou de cave sous la niche. Un bunker? La surprise de Claire était évidente. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une trappe dans le sol de la niche avec une poignée et un loquet comme ceux qu'on verrait dans les vieux bunkers de guerre. Le chien est toujours dehors, enchaîné, et je ne trouve Henri nulle part. Il ne répond pas au téléphone et sa voiture est toujours là. Il y eut une pause avant que Claire ne réponde. Ça a l'air inquiétant. Tu penses qu'il pourrait être là-bas? Peut-être qu'il est tombé ou qu'il s'est retrouvé piégé d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas, admit Antoine. Le cadenas de la trappe est déverrouillé, ce qui signifie que quelqu'un pourrait être en bas. Mais pourquoi construire une niche au-dessus d'une entrée de bunker? Ça n'a pas de sens. Ça pourrait être dangereux, avertit Claire. Peut-être devrions-nous appeler la gendarmerie juste pour être prudents. La batterie de ton téléphone était faible tout à l'heure. Je vais passer l'appel. Antoine hocha la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. D'accord, mais dis-leur que c'est juste un contrôle de bien-être.
Je crains qu'Henri ne soit en difficulté là-bas. Je peux pas le joindre, et sa maison est fermée, mais sa voiture est là. Promets-moi que tu ne descendras pas, insista Claire. Rentre à la maison et nous attendrons la gendarmerie ensemble. Je promets, accepta Antoine. Je serai de retour tout de suite. Il raccrocha et jeta un dernier regard à la trappe. La partie rationnelle de lui savait qu'il devait suivre le conseil de Claire et attendre les autorités. Mais une autre partie de lui, celle qui cherchait des réponses depuis 8 longues années, a été attirée par le mystère sous la niche. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, un bruit vint du bunker, un son métallique comme quelqu'un qui monte une échelle ou des escaliers. Antoine se figea, son regard fixé sur la trappe, qui restait fermée. Les sons devinrent plus forts et plus clairs, incontestablement des pas sur des barreaux métalliques. Puis, avec un grincement, le panneau de bois bougea et le cadenas tomba sur le côté alors que le couvercle s'ouvrait. Henri émergea de l'ouverture, sortant maladroitement de l'espace étroit. Quand il se redressa et vit Antoine debout là, son visage afficha un pur choc, rapidement suivi de quelque chose de plus sombre. De la peur, de la colère, c'était difficile à dire dans la faible lumière. Antoine, dit Henri, sa voix soigneusement contrôlée, mais avec une tension sous-jacente. Qu'est-ce que vous faites ici? Antoine tendit le manteau. Vous l'avez laissé chez nous. Quand vous n'êtes pas revenu, j'ai pensé que je vous l'apporterais. Il fit une pause, puis ajouta. J'étais inquiet quand vous n'avez pas répondu à la porte, et puis j'ai entendu le chien aboyer. Il est toujours dehors dans le froid. Henri prit le manteau de la main tendue d'Antoine avec des mouvements lents et délibérés. Merci. Oui, à propos du chien. Il ne se réchauffe toujours pas vraiment à moi. Je ne suis plus si sûr de le faire entrer. J'espère que vous comprenez. Antoine ne put s'empêcher. Il regarda ostensiblement la trappe ouverte. Qu'y a-t-il là-dedans, Henri? La posture d'Henri se raidit, son expression prudente. Rien qui vous concerne. Je vous cherchais, pressa Antoine. Ah, j'ai commencé à m'inquiéter quand vous n'avez pas répondu au téléphone ni à la porte. Votre voiture est là, mais vous ne l'étiez pas. Henri ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil au berger allemand. Vous avez déplacé mon chien. Il était agité et n'arrêtait pas d'aboyer à la porte du bunker, expliqua Antoine. Je l'ai déplacé pour le calmer. La mâchoire d'Henri se serra visiblement. Antoine décida d'être direct. Pourquoi m'avez-vous menti toute la journée, Henri? Vous avez dit que vous feriez entrer votre chien, mais il est toujours dehors. Vous avez dit que vous alliez finir cette plus grande niche ce matin, mais elle est à peine commencée. Vous avez prétendu rencontrer des amis quand vous êtes allé seul chez l'éleveur. Antoine fit une pause, étudiant l'expression de plus en plus agitée d'Henri. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pendant un instant, il n'y eut que le silence, interrompu seulement par le bruit du vent et le gémissement occasionnel du berger allemand. Puis, sans prévenir, Henri se jeta en avant. Antoine eut à peine le temps de réagir avant qu'Henri ne le percute, saisissant sa veste et le poussant en arrière avec une force inattendue. Ils luttèrent dans la neige. Le visage d'Henri se tordit d'un mélange de rage et de peur. « Vous auriez dû vous mêler de vos affaires, » grogna Henri, assénant un coup de poing solide dans le ventre d'Antoine. Le coup coupa le souffle à Antoine, mais des années de travail physique l'avaient maintenu fort malgré son chagrin. Il parvint à bloquer l'élan d'Henri et à le repousser. « Que cachez-vous, Henri » demanda Antoine, tournant prudemment maintenant, gardant ses distances. Henri ne répondit pas. Au lieu de cela, il chargea de nouveau, cette fois en enfonçant son genou dans l'estomac d'Antoine alors qu'ils entraient en collision. Antoine se plia en deux, haletant, et Henri en profita pour le pousser vers la trappe ouverte. « Entrez là-dedans » ordonna Henri, sa voix étrangement calme maintenant, malgré la violence de ses actions. « Rampez et descendez. » Antoine se redressa, grimaçant de douleur à l'abdomen. « Vous ne pouvez pas me forcer à y aller. » Un sourire glaçant se répandit sur le visage d'Henri alors qu'il sortait un pistolet de derrière son dos. « Soit vous descendez vous-même, soit je jette votre corps mort. Votre choix. » La vue de l'arme fit passer un éclair de peur à travers Antoine, mais il garda son calme. « La gendarmerie est en route, Henri. Claire les a appelés quand je ne vous ai pas trouvé. Si vous tirez avec cette arme, tous les voisins l'entendront.
La frustration traversa le visage d'Henri, mais il garda l'arme pointée sur Antoine. Au lieu de tirer, il s'avança et frappa Antoine au visage avec l'arme, le faisant trébucher en arrière. Du sang s'écoula d'une coupure au-dessus de l'œil d'Antoine alors qu'Henri continuait à le pousser vers la niche, essayant de le forcer à ramper dans l'ouverture étroite. Malgré la douleur et la désorientation du coup, Antoine riposta, saisissant le poignet d'Henri et le tordant jusqu'à ce que l'arme tombe de sa prise. Dans un geste désespéré, Antoine donna un coup de pied à l'arme, la faisant glisser sur le plancher en bois de la niche et dans l'obscurité du bunker en contrebas. Enragé, Henri chargea de nouveau, mais cette fois, Antoine était prêt. Il s'écarta et utilisa l'élan d'Henri contre lui, le faisant s'écraser contre le côté de la niche. Au loin, le hurlement des sirènes de la gendarmerie déchira l'air nocturne. La tête d'Henri se releva brusquement au son, la panique remplaçant la rage dans son expression. Quelques instants plus tard, 2 véhicules de gendarmerie s'arrêtèrent devant la maison, leur lumière baignant la cour enneigée d'un rouge et d'un bleu alternés. Des gendarmes sortirent rapidement, les mains sur leurs étuis alors qu'ils s'approchaient de la scène de la lutte. « Gendarmerie, mains en l'air !» cria un officier. Les 2 hommes levèrent les mains, bien qu'Henri le fît à contre-cœur, son visage étant un masque de frustration et de défaite. Les officiers les séparèrent, l'un vérifiant le visage ensanglanté d'Antoine, tandis que l'autre maîtrisa Henri. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le premier officier. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Claire apparut, ayant suivi les voitures de gendarmerie depuis leur maison. « Antoine, tu vas bien ?» appela-t-elle, se dépêchant vers lui. « Je vais bien, l'assura-t-il, bien que la coupure au-dessus de son œil saignait toujours abondamment. Antoine expliqua rapidement aux gendarmes ce qui s'était passé. Comment Henri avait agi étrangement toute la journée, comment il avait découvert le bunker sous la niche et comment Henri l'avait attaqué lorsqu'il avait été confronté. « Il a sorti une arme sur moi, » ajouta Antoine. « J'ai réussi à le désarmer, mais l'arme est tombée dans le bunker. » Les officiers regardèrent Henri, qui resta silencieux, son expression impénétrable. « Est-ce vrai, monsieur ?» lui demanda un officier. « Avez-vous agressé cet homme et l'avez-vous menacé avec une arme à feu ?» Henri ne répondit pas. « Nous allons devoir vous emmener, » continua l'officier, récitant les droits d'Henri tandis que son partenaire lui passait les menottes au poignet. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. » Alors que l'officier continuait l'avertissement de Miranda, une autre voiture de gendarmerie arriva, suivie d'une ambulance. Des ambulanciers se précipitèrent pour examiner les blessures d'Antoine, tandis que des officiers supplémentaires sécurisaient la scène. Un des officiers s'approcha de la trappe ouverte, faisant briller une lampe de poche dans l'obscurité en contrebas. « Il semble y avoir une sorte de pièce souterraine ici, » rapporta-t-il, regardant attentivement. « Je peux voir des escaliers métalliques qui descendent. » Avant que quiconque ne puisse répondre, un bruit émana de l'intérieur du bunker. Le son indubitable de quelqu'un qui monte les escaliers métalliques. Tout le monde se figea, les officiers sortant immédiatement leurs armes et les braquant sur l'ouverture. L'ambulancier tira Antoine en arrière et Claire allaita, serrant le bras de son mari. Les bruits de montée devinrent plus forts, plus distincts à chaque seconde. Puis, lentement, une silhouette commença à émerger de l'obscurité. C'était un garçon d'environ 13 ans, avec une masse de cheveux roux qui n'avait pas été coupée depuis un certain temps. Il était maigre, pâle et manifestement effrayé, ses yeux écarquillés, clignant dans la lumière soudaine des lampes de poche des officiers. Dans ses mains tremblantes, il tenait l'arme d'Henri. Les officiers se tendirent, demandant au garçon de laisser tomber l'arme, mais il semblait confus et terrifié, pointant l'arme sauvagement vers la foule d'étrangers qui l'entouraient. « Papa !» appela le garçon, sa voix se brisant de peur alors que son regard trouvait Henri. « Je ne laisserai pas l'ennemi t'attraper. Je te protégerai, papa, et notre maison. » Ses mains tremblaient violemment alors qu'il serrait l'arme. « Je veux être un soldat comme toi. » Les officiers échangèrent des regards perplexes, maintenant leur position, mais clairement incertains de la marche à suivre avec un enfant manifestement effrayé tenant une arme mortelle. « Mon petit, pose l'arme, » dit doucement un officier. « Ce n'est pas sûr pour quelqu'un de ton âge de manipuler ça. »
Le doigt du garçon tressaillit près de la gâchette. Je sais comment l'utiliser, insista-t-il, sa voix tremblante. Papa m'a appris. Le pays est en guerre. Vous êtes l'ennemi. Vous voulez prendre papa et notre maison? Antoine fixa le garçon, un étrange engourdissement se répandant dans son corps qui n'avait rien à voir avec ses blessures. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans les traits de l'enfant, la forme de son visage, la couleur de ses cheveux, la fermeté de sa mâchoire. Mathieu. Le nom s'échappa des lèvres d'Antoine dans un murmure à bout de souffle. Les yeux du garçon papillonnèrent vers lui, la confusion évidente dans son expression. Antoine s'avança lentement, ignorant la tentative de l'ambulancier de le retenir. « Mathieu, qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne sommes pas en guerre, et Henri n'est pas ton père. » Il déglutit difficilement, n'osant presque pas espérer. « Ta mère et moi sommes tes parents. » La confusion du garçon s'approfondit, ses mains tremblant plus violemment maintenant. « Vous mentez, dit-il, bien qu'il y ait de l'incertitude dans sa voix. Vous voulez juste nous tuer. Vous nous détestez. » Sa voix se brisa. « Ma maman est morte à la guerre. Papa a dit qu'elle avait été tuée par l'armée. » Claire s'avança maintenant, les larmes coulant sur son visage. Avec des mains tremblantes, elle sortit son téléphone et montra l'écran au garçon, son fond d'écran inchangé depuis 8 ans, montrant un Mathieu de 5 ans souriant largement à l'appareil. « Tu as été enlevé, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Nous t'avons cherché toutes ces années. Tu nous as tellement manqué, Mathieu. » Le garçon fixa le téléphone, sa détermination vacillant visiblement. Il regarda Henri, le suppliant silencieusement de le guider ou de lui donner une explication, mais Henri refusa de croiser son regard, fixant résolument le sol. Profitant de la distraction du garçon, un des officiers s'approcha doucement et prit soigneusement l'arme de ses mains sans résistance, la sécurisant et la désarmant rapidement. Mathieu ne résista pas. Il continua de regarder la photo sur le téléphone de Claire, la confusion et les premiers signes de reconnaissance envahissant son visage. « Nous ne sommes vraiment pas en guerre ?» demanda-t-il, sa voix petite et incertaine. « Non, mon chéri, » l'assura Claire, luttant pour garder sa voix ferme. « Il n'y a pas de guerre. Il n'y en a jamais eu. Henri, il a fait semblant toutes ces années d'être ton père alors que ton vrai père et ta vraie mère te cherchaient partout. » Claire s'approcha, tendant prudemment la main pour toucher celle de Mathieu. Le garçon tressaillit initialement, mais ne se retira pas, permettant le contact. C'était comme si un souvenir profondément enfoui se réveillait en lui, répondant au toucher de sa mère. Les ambulanciers s'avancèrent, enveloppant Mathieu dans une couverture de choc et le guidant vers l'ambulance. Claire le suivit de près, ne voulant plus le laisser hors de sa vue. Antoine les regarda partir, son cœur battant avec un mélange de choc, de joie et d'incrédulité. Un des officiers s'approcha de lui. « Monsieur, nous devons vous poser, à vous et à votre femme, quelques questions. Mais d'abord, soignons vos blessures. » Antoine hocha la tête, engourdi, son regard fixé sur l'ambulance où son fils perdu depuis longtemps était examiné. Après 8 ans de recherche, d'espoir contre toute espérance, Mathieu avait été juste de l'autre côté de la rue, tout ce temps. Retrouvailles et répercussions. Les heures qui suivirent passèrent dans un flou pour Antoine. Les ambulanciers nettoyèrent et bandèrent la coupure au-dessus de son œil et examinèrent ses côtes contusionnées, concluant que rien n'était cassé. Physiquement, il se rétablirait rapidement. Émotionnellement, il était encore en train de digérer le tournant miraculeux des événements. À l'arrière de l'ambulance, Mathieu était assis, enveloppé dans des couvertures, répondant à des questions de base du personnel médical et des gendarmes. La confusion du garçon était évidente. Son monde entier avait été brisé en quelques minutes. Quand Antoine s'approcha, Mathieu le regarda avec un mélange de lassitude et de curiosité. Claire était assise à côté de leur fils, sans le toucher, mais suffisamment proche pour lui offrir du réconfort s'il le désirait. « Comment te sens-tu » demanda doucement Antoine, veillant à ne pas l'accabler. Mathieu haussa les épaules, ses yeux allant et venant entre Antoine et les officiers à proximité. « Je ne sais pas, » admit-il. « Tout est différent de ce que papa, enfin Henri, m'a dit. » Une des officières, une femme au visage bienveillant qui s'était présentée comme la détective Julie Martin, était assise en face de Mathieu avec un bloc-notes. « Mathieu,
Je sais que c'est déroutant, mais peux-tu nous raconter un peu comment c'était de vivre avec Henri? Est-ce qu'il t'a déjà fait du mal? Mathieu secoua la tête. Il m'entraînait juste très dur, entraînement physique, et récemment, comment utiliser l'arme. Il fit une pause, fronçant les sourcils. Il disait que je devais apprendre à me protéger pour quand il ne serait plus là. Il disait que la guerre durerait longtemps. Il me disait de me cacher profondément dans le bunker parce que les choses empireraient dehors. Sais-tu quelle année nous sommes, Mathieu? Demanda doucement la détective Martin. Le garçon hésita. Papa, Henri disait que ça n'avait pas d'importance là-bas. Le temps fonctionne différemment en temps de guerre, c'est 2007. Nous sommes en 2025, l'informa la détective. Tu es porté disparu depuis 8 ans. Te souviens-tu de quelque chose de l'endroit où tu vivais avant le bunker? Le front de Mathieu se plissa de concentration. Je... Je ne sais pas. Je suis dans le bunker depuis aussi longtemps que je me souvienne. Henri a dit que c'était trop dangereux dehors à cause de la guerre. Il regarda autour de lui le quartier paisible, bien qu'éneigé. Mais il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas? Non, confirma doucement Antoine. Il n'y a pas de guerre. Il n'y en a jamais eu. De la voiture de gendarmerie où Henri était détenu, ils le virent les regarder, son expression impénétrable. Un autre officier s'approcha de l'ambulance. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans le bunker, rapporta-t-il. Il est entièrement approvisionné en fournitures, nourriture, eau, équipement médical. Il y a un générateur, un système de filtration d'air, même du matériel éducatif. Et nous avons trouvé plusieurs armes à feu silencieuses, exactement comme le garçon l'a mentionné. La détective Martin hocha la tête. On dirait qu'il était prêt pour un long séjour là-dedans. Elle se tourna vers Mathieu. Henri t'a-t-il déjà laissé quitter le bunker? Mathieu secoua la tête. Jamais. Il a dit que c'était trop dangereux. Il sortait parfois pour des fournitures et disait qu'il aidait d'autres personnes qui se cachaient à l'intérieur de la guerre. Il m'a dit que quand je serais assez grand, je pourrais l'aider. L'esprit d'Antoine était en ébullition face aux implications. Henri avait gardé Mathieu emprisonné pendant 8 ans, construisant un mensonge élaboré sur une guerre fictive pour le maintenir obéissant et effrayé de partir. Le chien, dit soudain Antoine, se souvenant de ce qui avait déclenché cette chaîne d'événements. Il a acheté le berger allemand pour garder l'entrée du bunker, n'est-ce pas? Et il construisait la plus grande niche pour mieux dissimuler la trappe. La détective Martin hocha la tête. C'est aussi notre théorie. On dirait qu'il avait du mal à garder Mathieu confiné à mesure qu'il grandissait et devenait plus curieux. Le chien était censé être une autre couche de sécurité. Pendant qu'il parlait, une équipe de la police scientifique arriva et commença à analyser le bunker et la maison d'Henri. Les officiers bouclèrent la propriété avec du ruban adhésif jaune de scène de crime, et des voisins curieux avaient commencé à se rassembler malgré l'heure tardive et le froid. Finalement, les ambulanciers décidèrent que Mathieu devait être emmené à l'hôpital pour un examen médical complet. Des années à vivre sous terre avec un ensoleillement et un exercice limité auraient eu des effets sur son développement qui devaient être évalués. Pouvons-nous l'accompagner? Demanda Claire, sa voix se brisant légèrement. S'il vous plaît, nous venons de le retrouver. Les ambulanciers acceptèrent, et bientôt ils se dirigèrent vers l'hôpital mémorial de Valneige. Antoine et Claire roulant aux côtés de leur fils. Ils maintenaient une distance respectueuse, comprenant que pour Mathieu, ils étaient encore essentiellement des étrangers malgré le lien biologique. À l'hôpital, les médecins effectuèrent un examen approfondi pendant qu'Antoine et Claire attendaient avec anxiété. La détective Martin les rejoignit, son expression grave. Henri ne dit pas grand-chose, mais d'après ce que nous avons reconstitué et ce que Mathieu nous a dit, il semble qu'il ait enlevé votre fils le jour de sa disparition. Il se trouvait qu'il avait ce vieux bunker de guerre sur sa propriété et a construit la niche juste au-dessus, bien que nous ne soyons pas sûrs de la raison. Peut-être en réponse à sa propre tragédie familiale. Antoine hocha la tête. Sa femme et son fils ont été tués lors d'une invasion de domicile il y a 10 ans. Il n'a plus jamais été le même après ça. Cela a probablement déclenché la rupture mentale qui a conduit à cela, convint la détective. Claire essuya ses larmes.
8 ans de mensonges. Notre pauvre garçon ne sait même pas à quoi ressemble le monde réel. La récupération psychologique sera difficile, reconnut la détective Martin. Mais les enfants sont remarquablement résilients. Avec un soutien et une thérapie appropriée, il a toutes les chances de s'adapter à une vie normale à nouveau. Le docteur Jean-Luc Dubois, le pédiatre qui avait examiné Mathieu, s'approcha d'eux avec un presse-papier à la main. Physiquement, il est malnutri et présente des signes de carence en vitamine D, ce qui est attendu étant donné les circonstances. Son développement musculaire est inférieur à la moyenne pour son âge, mais il n'y a aucun signe de maltraitance physique. Il semble avoir été nourri régulièrement et maintenu dans des conditions relativement sanitaires. Claire se couvrit la bouche, luttant pour retenir un sanglot de soulagement. Antoine la prit dans ses bras, la serrant contre lui. Pouvons-nous le voir demanda-t-il. Le docteur Dubois hocha la tête. Oui, mais s'il vous plaît, comprenez qu'il est encore en train de tout assimiler. Il a posé quelques questions sur vous, ce qui est un signe positif, mais ne vous attendez pas à une reconnaissance ou une affection immédiate. Cela prendra du temps. Ils trouvèrent Mathieu assis dans un lit d'hôpital, l'air petit et perdu parmi les draps blancs. Quand ils entrèrent, il leva les yeux, son expression prudente, mais plus apeurée. Salut, dit doucement Claire, s'arrêtant à une distance respectueuse du lit. Salut, répondit Mathieu, étudiant son visage. Tu es vraiment ma maman? Claire hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes. Et tu es mon vrai papa? Demanda Mathieu, se tournant vers Antoine. Oui, confirma Antoine, sa voix chargée d'émotion. Nous t'avons cherché depuis ta disparition. Nous n'avons jamais perdu espoir. Mathieu sembla y réfléchir. Henri, il m'a dit que ma maman était morte et que tout le monde dehors était un ennemi. Il fronça les sourcils. Pourquoi mentirait-il comme ça? Antoine échangea un regard avec Claire, incertain de ce qu'il devait expliquer. Ah, Henri a perdu sa propre famille il y a longtemps, dit-il prudemment. Je pense qu'il était très triste et confus. Il a fait une très mauvaise chose en te prenant et en te mentant. Je vais vivre avec vous maintenant demanda Mathieu, avec une pointe d'anxiété dans la voix. Oui, si ça te convient, l'assura Claire. Nous avons toujours ta chambre exactement comme elle était, mais rien ne doit se passer trop vite. Nous pouvons prendre un jour à la fois. Mathieu hocha lentement la tête. Je ne me souviens pas de vous, admit-il, sa voix petite. Mais quand j'ai vu votre photo... Il s'interrompit, incertain. Ce n'est pas grave, l'assura Antoine. Nous avons beaucoup de temps pour nous connaître à nouveau. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la découverte de Mathieu et de la tromperie d'Henri se répandit dans tout Val-Neige. Les journalistes locaux se bousculèrent pour des interviews avec la famille miraculeusement réunie après 8 ans. Antoine et Claire refusèrent toutes les demandes d'interview, se concentrant plutôt sur l'aide à Mathieu pour qu'il s'adapte à sa nouvelle réalité. Ils apportèrent des albums de famille à l'hôpital, lui montrant des photos de sa petite enfance et lui racontant des histoires sur sa vie avant l'enlèvement. Henri fut inculpé d'enlèvement, de séquestration, d'agression et de multiples infractions liées aux armes. À la suite de son arrestation, les enquêteurs découvrirent des journaux dans le bunker détaillant sa détérioration mentale au fil des ans et son obsession de créer une seconde chance de famille après avoir perdu la sienne. En regardant son fils maintenant, Antoine ressentit un mélange profond de chagrin pour les années perdues et de gratitude pour cette seconde chance. La route à venir ne serait pas facile. Mathieu aurait besoin d'une thérapie intensive pour surmonter des années d'isolement et de tromperie, mais ils étaient de nouveau ensemble. Après 8 ans de recherche, d'espoir contre toute espérance, leur famille était enfin au complet.